Non, c'est bon, j'ai remis. Ouais. Non, c'est bon. Alors, on va continuer cet après-midi pricing avec Pricing Hub, donc qui nous fait le plaisir de nous faire une petite présentation avec Louis Lefebvre, donc qui va venir nous parler un peu d'optimisation basée sur l'expérimentation en utilisant forcément des bases de machine learning. Donc, merci d'avoir accepté notre invitation. Et puis, on fait pareil, 25 minutes et puis 5 minutes de questions à la fin. Merci. Bonjour à tous, effectivement, je suis Louis, je travaille comme data scientist chez Pricing Hub depuis quelques années et je vais vous présenter un peu en fait les problématiques qu'on a eues et comment on a choisi de les résoudre. Donc déjà, pour rester plutôt haut niveau en fait à Pricing Hub, ce qu'on veut c'est optimiser la rentabilité et protéger les marges des retailers. Mais ce qu'on cherche à faire surtout, c'est de remettre la sensibilité prix des consommateurs au centre de l'optimisation des prix, donc en s'affranchissant un peu plus des barrières, donc tout ce qui est utilisation, benchmark et prix des concurrents. Et on fait ça avec une solution SaaS, donc qui est facile à utiliser normalement pour tous les retailers. Alors, je vais commencer par vous parler un peu des problèmes métiers qu'on a identifiés quand on a voulu commencer justement à mettre en place notre solution. Donc, on a identifié deux gros challenges. Un premier challenge qui est le challenge descriptif, donc qui est ce que vous voyez à gauche en fait et qui est plutôt basé sur les retailers et qui est composé donc des contraintes d'abord opérationnelles que les retailers vont avoir. Donc, le meilleur exemple pour ça en fait, c'est tout ce qui est limite de prix pour rester dans le marché. Donc, c'est-à-dire qu'on ne veut pas être beaucoup moins cher ou beaucoup plus cher qu'un concurrent. Et puis, il y a aussi des limites en fait, de marge. Donc, c'est-à-dire qu'on veut réaliser des marges minimum sur chacun de nos produits. On veut pas sacrifier, en fait, on veut pas sacrifier ça. Et puis ensuite, on a aussi les objectifs des retailers. Donc, c'est-à-dire que certains vont plutôt être à la recherche en fait, de profit, de masse de marge, tandis que d'autres vont chercher des parts de marché. Et c'est une obligation en fait, de pouvoir travailler avec ces différents objectifs, d'être capable de changer de l'un à l'autre. Et puis, évidemment, avec ces objectifs, on a aussi des contraintes. Donc, c'est-à-dire que si jamais je cherche à optimiser mon profit, c'est bien, mais je ne peux pas le faire en fait au prix de mes revenus. Ou en tout cas, dans une limite qui reste raisonnable et définissable. Et donc, de l'autre côté, on a un challenge qui est algorithmique, en fait, et qui, lui, est plutôt basé sur le consommateur final. Donc, ici, en fait, ce qu'on veut, c'est être capable de s'adapter au changement de contexte. Donc, nous, on part du principe que le comportement des consommateurs n'est pas le même aujourd'hui qu'il était il y a 5 ans. C'est même pas le même que celui qu'il était il y a 1 an ou même peut-être il y a 3 mois. Donc, ce qu'on veut, c'est être capable de s'adapter dès qu'il y a un changement de contexte. Alors, ces changements de contexte peuvent être plutôt lents, c'est-à-dire se faire petit à petit. Et puis récemment, on a eu quand même beaucoup d'exemples avec le Covid, l'inflation. Donc, on a un contexte en fait qui change beaucoup et il faut être capable de s'adapter. Et puis, en fait, en plus de ce contexte, on a évidemment l'impact du prix. Donc, on doit être capable de mesurer l'impact du prix que nous allons mettre sur les produits, sur le comportement de ce consommateur final. Alors, pour résoudre en fait ces deux problèmes, donc ces deux problèmes qu'on essaie de relier et de résoudre ensemble, ce qu'on décide de faire en fait, c'est de l'expérimentation continue de prix avec un apprentissage qui va être basé sur des portfolios. Donc, je vais commencer par définir en fait rapidement tous ces termes-là. Donc, le premier qui est très important, c'est le portfolio, le terme de portfolio en fait. Alors, nous, dès qu'on va commencer à travailler avec un retailer, on va lui demander de définir des portfolios. Des portfolios, c'est quoi? C'est un groupe de produits donc qui est défini par un client et qui est composé en fait donc de produits qui ont le même objectif, sur lesquels on veut appliquer le même objectif. Et puis, c'est aussi des produits en fait pour lesquels on s'attend à avoir un comportement similaire. Donc souvent, ça va être en fait ça va être une catégorie en particulier pour laquelle on va optimiser le même indicateur. Alors, ces portfolios-là, en fait, on va les traiter d'une façon qui est assez simple. C'est-à-dire qu'on va appliquer ce qu'on appelle le même prix à tous les produits de ce portfolio. Et par prix, j'entends par là une variation de prix versus un prix de référence. Prix de référence que je vais aussi vous définir. Donc, on a deux solutions. En fait, parfois, on travaille avec des retailers qui ont une stratégie pricing qui est déjà posée, en fait, qui sont déjà en train d'appliquer et qui peut avoir fait ses preuves. Et dans ces cas-là, on va utiliser, en fait, comme prix de référence, le prix qui permet de suivre cette stratégie pricing. Et ça permet, en fait, d'avoir justement une base, de garder le mix produit actuel du client, qui, en théorie, est censé déjà créer de la valeur. Donc, ce serait dommage de détruire complètement ce mix produit. Donc, on part de là. Et l'autre situation, en fait, c'est quand on a certains clients qui n'ont pas encore de stratégie pricing définie, ou s'ils ont une stratégie pricing définie, en fait, ils ne sont pas capables de l'implémenter eux-mêmes.
Et dans ces cas-là, on va repartir de zéro, entre guillemets, puisqu'on va utiliser comme prix de référence le seuil de revente à perte de tous les produits. Et donc, comme ce sera cette référence, on va appliquer ensuite, à chaque fois que je parlerai de prix, je parlerai de la variation de prix versus ce prix de référence. Alors, pourquoi est-ce qu'on a décidé de faire ça? En fait, on fait ça parce qu'on considère que c'est compliqué de définir des objectifs au niveau produit. Alors, je vous montrerai après ce que j'entends par objectif et vous comprendrez pourquoi c'est pas toujours facile de pouvoir travailler en fait au niveau produit avec cette définition d'un objectif. La deuxième raison aussi, c'est tout simplement le bruit. Donc, si jamais on parle de produits avec des gros volumes de vente, c'est possible en fait d'apprendre directement uniquement sur un seul produit. Mais vous doutez bien que quand on optimise plusieurs dizaines de milliers de produits, certains de ces produits n'ont pas beaucoup de ventes. Et donc, ce serait dommage en fait de ne pas les. Excusez-moi. Donc en fait, en groupant tous ces produits justement qui ont un faible volume de vente, on va être capable d'apprendre correctement avec un bruit qui est faible. Donc on aura un apprentissage qui sera beaucoup plus solide, comprenant ces produits de manière indépendante. Et puis enfin, une autre raison, c'est justement l'élasticité croisée. Donc la cannibalisation dont on parlait tout à l'heure. En fait, si jamais je travaille produit par produit, chaque fois que je vais appliquer un changement de prix sur un de mes produits, je vais avoir besoin justement de prendre en compte ce changement de prix dans mes autres produits, puisque en baissant le prix d'une machine à laver, je vais peut-être baisser les ventes sur mes autres machines à laver. Donc c'est quelque chose qui est assez compliqué à prendre en compte comme ça, et le fait de travailler au niveau portfolio, ça permet de régler entre guillemets ce problème, puisque l'impact de cette cannibalisation va être limité, et surtout, il va être intégré dans nos modèles, puisque la variation de prix sera toujours la même pour tous les produits. La deuxième partie qui est importante, en fait, c'est la partie expérimentation. Donc l'expérimentation, je l'oppose à l'utilisation des prix historiques. Et la raison pour laquelle on a choisi de travailler comme ça, c'est premièrement une conséquence du fait de travailler au niveau portfolio, puisque je viens de vous définir en fait ce que j'appelais un prix. Et vous doutez bien que si jamais je regarde dans mes données historiques, je vais trouver très peu de jours, ou en tout cas de moments, pendant lesquels je peux considérer que j'applique un prix. Puisque parfois un produit va avoir un prix qui est plus élevé, parfois plus faible que son prix de référence que je considère. Et puis la deuxième raison aussi, c'est que ça permet d'avoir une meilleure compréhension des changements de contexte. Donc je vous parlais tout à l'heure du contexte, qui est quelque chose qui est très important pour nous. Donc en choisissant de continuer à expérimenter dans le temps, je permets à mon apprentissage de s'adapter en fait au changement de contexte que je vais avoir. Donc du coup, maintenant qu'on a listé un peu nos prérequis et comment est-ce qu'on souhaite résoudre les challenges qu'on a, on va construire notre solution SaaS en fait, qui va justement apprendre la sensibilité de nos consommateurs et qui va surtout créer une valeur, enfin qui va créer de la valeur pardon, de manière pertinente et surtout soutenable dans le temps. Donc on y reviendra après justement. Et ce qu'on a vu assez rapidement, c'est qu'on est dans un problème d'apprentissage par renforcement. Donc on a un agent qui va être notre moteur de pricing en fait, et les actions qu'il va pouvoir faire, ça va être tous les changements de prix qu'il peut avoir. Et l'environnement en fait, surtout, on considère que c'est le contexte. Donc, c'est ce que je disais, en fait, c'est-à-dire qu'un changement de prix que je vais effectuer n'aura pas forcément le même effet selon des facteurs externes. Donc, la saisonnalité dans le cas de certains produits, les jours fériés aussi, par exemple, les vacances. Actuellement, c'est ce que je disais, l'inflation, la guerre qui va changer le comportement des clients et la réaction des clients, en fait, au changement de prix. Donc, on a listé un peu ces problèmes-là. Et en fait, nous, on assimile ça à un problème de bandit manchot. Donc, on vient un peu sur ce qui a été dit plus tôt. Et ce bandit manchot, en fait, chacun des bras va être un changement de prix possible. Donc, un des problèmes qu'on peut voir assez rapidement, c'est que le nombre d'actions, le nombre de bras, en fait, est infini, puisque les changements de prix qu'on peut appliquer sont infinis. Et en plus de ça, en fait, on a un nombre de changements de prix qui est limité. Donc, la plupart des retailers avec lesquels on travaille ne peuvent pas changer de prix plus de deux fois. Dans un monde idéal où quelqu'un dit, moi, je peux changer de prix toutes les secondes, en fait, ça pourrait être intéressant, mais on a le problème en fait qu'on est obligé d'appliquer un prix pendant une période minimum. C'est-à-dire que si jamais j'applique un prix pendant quelques secondes, quelques personnes vont voir le prix, vont choisir d'acheter ou pas, mais ce n'est pas suffisant pour pouvoir vraiment tirer des conclusions et pouvoir dire, OK, ce prix a eu tel impact. Donc pour résoudre en fait ce problème-là, on va choisir d'expérimenter sur certains bras de notre bandit manchot, et puis ensuite on va modéliser nos indicateurs. Et grâce à ça, on va pouvoir inférer en fait le comportement sur les bras qui nous restent, et ça nous permettra de choisir un prix optimal qui sera non
non pas seulement dans les prix qu'on a déjà testés, mais dans tout l'espace des prix qu'on est prêt à accepter. Donc, maintenant qu'on sait en fait qu'on a défini exactement le problème, on va commencer par définir avec les retailers des objectifs. Donc, les objectifs, c'est effectivement un objectif, mais c'est aussi des contraintes. Donc ici, je vous ai mis un exemple en fait qui est typiquement quelque chose qu'on peut avoir, qui va être, je veux optimiser mon profit, ma masse de marge. Donc ça, c'est plutôt classique. Mais en revanche, je ne veux pas perdre plus de 3% de mes revenus par rapport à l'année dernière. Donc ça, c'est une contrainte, effectivement. Je ne peux pas me permettre de trop sacrifier mes revenus. Et puis, je veux aussi avoir une marge unitaire moyenne de 20%. Donc ça peut être parce que soit mes fournisseurs en fait m'imposent des prix minimums, ou juste pour moi, en fait, c'est quelque chose que je souhaite avoir. Nous, on va prendre cet objectif-là, on va traduire ce qu'on peut traduire en valeur absolue, et on va s'en servir comme base, en fait. Donc, ça devient nos objectifs. C'est ce qu'on veut respecter sur le portfolio. Ensuite, une fois que c'est fait, on va chercher à modéliser nos indicateurs. Donc, en fait, idéalement, je disais tout à l'heure, on voudrait modéliser nos indicateurs en fonction du prix et de l'environnement. L'environnement, il est composé de plein de choses. C'est extrêmement dur à prendre en compte, en fait, puisque je vous ai donné quelques exemples avec la saisonnalité, je vous ai donné quelques exemples avec le contexte économique, mais il y a aussi certains facteurs, en fait, qu'on ne connaît pas, certains facteurs qu'on peut penser intéressants qui ne le sont pas forcément. Et donc, c'est extrêmement compliqué de modéliser nos indicateurs en fonction de ça. Donc, à la place, on va faire on va utiliser ce qu'on appelle un groupe de contrôle. Donc, on se rapproche un peu de ce qui peut être fait dans le monde pharmaceutique. On va chercher en fait un groupe dont le comportement va être similaire au groupe de produits qu'on cherche à optimiser. Donc ça, quand on parle de groupe de contrôle, la première chose qui vient à l'esprit, c'est le A/B testing. Alors c'est quelque chose qu'on n'a pas pu mettre en place parce que la plupart des gens avec qui on travaille en fait ne sont pas en mesure d'appliquer du A/B testing. Donc A/B testing, pour faire simple, c'est simplement, c'est-à-dire que certaines personnes qui vont se rendre sur notre site internet vont voir un prix et d'autres personnes vont voir un autre prix. Et grâce à ça, je vais pouvoir vérifier en fait la différence de comportement entre ceux qui voient le prix A et ceux qui voient le prix B. Donc à la place, on offre en fait deux possibilités. La première, c'est d'utiliser des catégories. Donc on va regarder dans l'inventaire en fait d'un commerçant en ligne des catégories que nous ne sommes pas en train d'optimiser. Et on va chercher celles qui pourraient avoir un comportement qui se rapproche du groupe de produits qu'on veut optimiser. Donc ça peut être soit une catégorie qui est similaire, soit une catégorie qui n'est pas similaire, mais qui, pour n'importe quelle raison, a le même comportement en fait. Et ce sera à partir de maintenant notre groupe de contrôle. Donc c'est-à-dire que tous les jours, on va changer les prix de nos groupes de produits optimisés. Et puis on pourra vérifier l'impact de ces changements de prix en regardant comment évolue le groupe de contrôle et en considérant que l'évolution du groupe de contrôle est l'évolution que j'aurais eue sur mon groupe de produits si jamais j'avais pas mis mon pricing en place. La troisième possibilité, quand c'est pas possible, soit parce qu'on va optimiser tout l'inventaire en fait d'un commerçant en ligne, et dans ce cas-là, il n'y a pas de groupe de contrôle possible, soit parce que tous les candidats comme groupe de contrôle en fait ont un comportement qui est complètement différent du groupe de produits qu'on optimise. Donc dans ce cas-là, en fait, il faut utiliser notre solution et on va utiliser ce qu'on appelle un time window split. Donc on va prendre un jour de la semaine en fait, et ce jour aura toujours un prix qui sera stable dans le temps. Et on utilisera comme prix, en fait, justement, le prix dont je vous parlais tout à l'heure, le prix de référence, qui suit la stratégie pricing de notre client, en fait. Donc, ce prix reste plutôt stable dans le temps. Et grâce à lui, en fait, grâce à ce jour de contrôle, on est capable d'inférer l'impact du prix sur notre groupe de produits les jours où on est en train d'optimiser, en fait. Donc, comme je vous parlais tout à l'heure d'expérimentation, ça veut dire qu'on a quand même besoin d'explorer. C'est souvent le cas sur les... excusez-moi, c'est pour après. Donc, on a notre bandit manchot. Je vous ai défini un peu comment est-ce qu'on marchait. Je vous ai défini un peu les termes. Donc maintenant, ce qu'on va commencer à faire, c'est qu'on va commencer à optimiser, puisqu'on est capable de modéliser nos indicateurs. Donc on a créé notre value function, qu'on peut voir ici. Et en fait, on retrouve bien les termes dont je vous parlais tout à l'heure dans mon objectif. Donc c'est-à-dire qu'on a à gauche l'indicateur clé, en fait, le profit, la masse de marge. Et à droite, on retrouve nos contraintes qui vont permettre de retirer de tous les scénarios possibles ceux qui ne respectent pas ces contraintes grâce à la fonction Heaviside. Grâce à ça, on va être capable de sortir un prix optimal. On pourrait appliquer à notre portfolio en fait en disant bon bah grâce à ce prix, je vais être capable de suivre les objectifs de mon client tout en respectant ses contraintes. Voilà, et donc là on arrive en fait à la partie exploration dont je commençais à vous parler, c'est-à-dire que
quand je commence à travailler sur un de mes portfolios que je cherche à l'optimiser, je commence sans connaissance. C'est ce que je vous disais. Malheureusement, je ne peux pas trouver dans mon historique en fait des jours sur lesquels j'ai appliqué un prix qui correspondrait à ma définition du prix. Donc on commence avec ce qu'on appelle une phase d'apprentissage, qui va être en fait une phase pendant laquelle on va faire uniquement de l'exploration sur notre banc Dimancho. Et pendant cette phase, en fait, qui va durer 2 à 8 semaines, on va pouvoir en fait récupérer notre premier apprentissage, notre socle d'information. Donc, on essaye d'avoir des phases d'apprentissage qui durent de 2 à 8 semaines. Forcément, plus la phase va être longue, plus l'apprentissage va être robuste, plus on va être confiant quand on va commencer à optimiser. Et plus elle est courte, plus on va commencer à optimiser rapidement. Mais forcément, plus notre apprentissage risque d'être imparfait et donc va peut-être nécessiter après un peu de temps pour continuer à se perfectionner. Mais de toute façon, même dans le cas en fait, où on a une phase d'apprentissage qui est courte, on garde de l'exploration, donc on va pouvoir continuer à perfectionner justement cet apprentissage. Alors l'exploration, donc on ne travaille pas simplement avec un algorithme qui est epsilon greedy. On a rajouté un peu de la connaissance métier dans le choix de l'exploration. Donc quand est-ce qu'on doit explorer et qu'est-ce qu'on doit explorer. Donc ce qu'on commence par faire, c'est forcément moins d'exploration directement après la phase d'apprentissage, pour la raison très simple que justement je fais une phase d'apprentissage qui me permet de ne pas avoir besoin de cette exploration. Ensuite, on va aussi privilégier en fait tout ce qui est exploration sur les extrémités de nos prix. Ça, c'est pour avoir des modèles en fait qui vont être capables d'extrapoler de manière un peu plus précise, savoir si jamais ça vaut le coup d'aller chercher justement des prix qui sont encore plus extrêmes ou si jamais il n'y a aucun intérêt en fait. On va travailler aussi, on va essayer de beaucoup explorer sur nos points d'influence. Donc les points d'influence, ça va être les points qui vont avoir un gros impact sur un modèle. Donc il y a un exemple ici, par exemple, avec un seul point qui va changer complètement la forme d'une courbe. Et en fait, on va essayer d'explorer quand ils apparaissent pour vérifier qu'ils soient bons, que ce ne soient pas des anomalies qu'on aurait ratées en retirant justement les anomalies qu'on avait déjà trouvées dans les données. Et puis, on va aussi explorer dessus quand ils vont disparaître en fait des données qu'on utilise, puisque comme je vous disais, on utilise des données plutôt récentes, en fait, on expérimente. Donc, quand un point d'influence va commencer à disparaître, on va essayer de retourner explorer autour de lui pour voir si jamais le comportement reste le même, si jamais il a toujours autant d'influence, ou si jamais c'est plus le cas. Autre point, c'est aussi tout ce qui est changement dans le portfolio. Donc, on se doute bien qu'en fait, les retailers ont besoin de changer parfois la définition d'un portfolio, de rajouter des produits, de retirer des produits. Et donc, en fait, quand on remarque un gros changement dans un portfolio, on va peut-être faire un peu plus d'exploration, vérifier si jamais les nouveaux produits ont un comportement qui est similaire aux anciens, ou si jamais le comportement change, auquel cas, grâce à cette exploration, en fait, on va pouvoir s'adapter en direct. Et dernier point qui peut arriver aussi, c'est quand il y a des changements d'échelle au niveau de nos indicateurs. Donc, dans ces cas-là, en fait, c'est important de s'adapter assez vite pour pouvoir adapter les scénarios possibles assez vite et donc changer notre prix optimal selon les besoins. Donc, jusqu'à maintenant, en fait, je vous ai montré comment est-ce que je pouvais définir un prix optimal sur mon portfolio. Mais si jamais je m'arrête là, j'ai juste en fait un groupe de produits sur lequel j'applique un prix et c'est tout. Et après, je peux mettre à jour ce prix grâce à mes nouveaux apprentissages. Mais je vais pas assez loin en fait dans mon optimisation. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on va faire de la segmentation des consommateurs. Donc, on va demander en fait quelles sont les dimensions possibles à utiliser pour chaque retailer. Donc, ça va être par exemple le pays, ça va être le jour de la semaine ou voire la tranche horaire pour certains clients. Ça va être aussi la marketplace par exemple. Et on va prendre ces dimensions-là et on va créer des segments de consommateurs. Donc, ces segments de consommateurs, ils ont un comportement qui doit être similaire. Et comme ça, on va pouvoir en fait considérer que si ces consommateurs se comportent de la même façon, on peut les optimiser chacun ensemble. Grâce à ça, on va pouvoir remodéliser nos indicateurs, mais cette fois-ci, au lieu d'utiliser simplement le prix et le contrôle, je vais aussi utiliser en fait mon segment. Grâce à ça, je retrouve la même value function, mais cette fois-ci, en fait, j'ai une fonction par segment. De cette manière, je peux vérifier sur chaque segment que je respecte mes scénarios et les optimiser tout en ayant un prix qui soit différent. Donc en fait, là, je suis dans une situation où justement, j'ai par exemple deux segments consommateurs. Sur un des segments, je vais plutôt baisser les prix, sur l'autre, je vais plutôt les augmenter. Mais sur chacun de ces segments, je vais respecter mes objectifs et mes contraintes. Et ça, en fait, c'est donc tout ce qui est la partie vraiment apprentissage qu'on a. Et ensuite, on choisit d'aller encore plus loin, donc en gardant le même apprentissage, les mêmes fonctions. En fait, on se rend compte que, donc là, on a résolu le problème 1 que vous voyez ici. On a un deuxième, en fait, on peut créer un deuxième problème qui permet d'aller plus loin, justement.
et de faire des segments collaboratifs. Donc, ce que je veux dire par là, c'est qu'il n'y a pas forcément de raison de chercher à respecter les objectifs et les contraintes au niveau des segments. Ce n'est pas ce qui a été demandé. Ce qui m'a été demandé, c'est de respecter cet objectif et cette contrainte au niveau d'un groupe de produits. Donc, à la place, je crée une nouvelle fonction. On peut retrouver en fait les mêmes termes qu'avant, mais je travaille vraiment avec la somme en fait des valeurs que je m'attends à avoir sur tous mes segments. Comme ça, je me retrouve avec des prix, avec un nouveau vecteur de prix optimal qui permet d'atteindre au niveau produit les objectifs, même si je ne les atteins pas au niveau segment. Donc, ce que ça veut dire de manière simple, c'est sur un segment, par exemple, je vais aller chercher ma masse de marge parce que j'ai un segment client qui est plutôt inélastique. Et puis, sur un autre segment qui est très élastique, je vais aller chercher mes revenus. Et comme ça, même si au niveau segment, je ne respecte pas les objectifs initiaux, quand je les regroupe, je respecte mes objectifs et j'ai des prix qui sont un peu plus optimaux. Et en fait, l'avantage, c'est que de toute façon, je suis sûr de faire au moins aussi bien qu'avec la méthode précédente, puisque la solution au problème 1 est incluse dans l'espace des solutions possibles au problème 2. Et donc, je reviendrai à ce niveau-là si jamais c'est nécessaire. Et donc, grâce à ça, on a une création de valeur qu'on calcule en fait, et surtout, en fait, on a une création de valeur qu'on considère comme pertinente et soutenable. C'était ce qui était très important au début. Donc, ce que je veux dire par pertinent, c'est que je crée de la valeur en respectant des contraintes. Donc, je ne me contente pas par exemple, d'optimiser mon chiffre d'affaires en sacrifiant ma marge. Je vais optimiser mon chiffre d'affaires en gardant une marge unitaire, par exemple, qui va être minimum, qui va être définie par notre client. Donc, c'est quelque chose qui est très important. Et puis soutenable, parce qu'en fait, donc là, je vous montre des chiffres de 2022, mais la plupart des clients qu'on a actuellement, on les avait déjà en 2021. Donc, ça veut dire qu'on continue à créer de la valeur sur la valeur qu'on avait déjà créée l'année dernière. Et c'est quelque chose qu'on cherche à continuer à faire, en fait. Donc continuer en fait à s'améliorer et être capable de créer de la valeur même sur des périodes de temps qu'on était déjà en train d'optimiser. Donc voilà, je vous remercie. Si vous avez des questions, si vous voulez me contacter, n'hésitez pas. Et si vous avez des questions, je vous écoute. Alors, j'ai plusieurs questions. Déjà, comment vous faites pour les KPI? Comment vous les déterminez? C'est par rapport au comportement client dans l'historique, enfin, ou c'est des questionnaires, ou c'est comment vous étudiez les comp... Ouais. Et- ok, c'est bon. Et pour les points d'influence, pour les points d'influence, comment vous les définissez aussi? J'ai pas. Ah, pardon. Ça marche un peu. Oui. Donc, On va faire le contraire, j'arrive avec ça. et les points d'influence, en fait, on utilise la Cook Distance. On a adapté un peu par rapport à ce qu'on avait, mais c'est ce qu'on utilise principalement en fait pour mesurer justement les points d'influence. Pas d'autres questions? Non, pas d'autres questions. Ah non. Cook Distance. Cook, c'est OOK. Il faut pas le mettre trop près. Ok, est-ce que ça marche là? Ah oui, effectivement, c'est fort. Moi, je me posais la question, du coup, notamment vis-à-vis de la segmentation, comment est-ce que vous faites pour essayer d'avoir un nombre de segmentations pertinentes? Parce qu'en fait, ce genre de choses, notamment si on a peu de données, on peut se mettre à faire plein de découvertes qui sont pas. Enfin, voilà, si on fait beaucoup de segments, on va forcément optimiser, enfin, qui sera peut-être dû au hasard. Est-ce que vous avez des contrôles du nombre de segments, enfin, dans quelle mesure vous contrôlez le nombre de segments? Est-ce que vous gardez vraiment très peu de segments? Là, vous avez dit 2 à un moment. Ou est-ce que vous montez vraiment beaucoup plus de segments? Alors, on a un nombre maximum de segments, mais pour l'instant, on n'a pas trop de problèmes, on n'a pas trop tendance à l'atteindre en fait. Pour nous, les segments, comme on les définit actuellement, c'est des groupes de clients qui vont avoir un prix optimal qui est similaire.
Comme je disais, en fait, on n'a pas eu pour l'instant de problème d'avoir trop de segments justement en appliquant cette méthodologie-là. Mais effectivement, oui, comme je disais, on a gardé un nombre de segments quand même qui est maximum pour l'instant parce qu'on ne veut pas se retrouver dans une situation où en fait les segments n'ont plus vraiment de valeur et chaque segment sera juste une combinaison des dimensions segmentantes qu'on peut utiliser. Ouais, c'est bon là. Merci pour la présentation. Moi, j'avais une question par rapport à la cannibalisation dont tu parlais. Tu disais que du coup, vous mettiez des variations de prix similaires pour chaque portfolio, si c'est bien ce que j'ai compris. Est-ce que c'est pas une contrainte qui est très forte pour l'optimisation, ça, de s'obliger à faire ça? Alors, c'est une contrainte qui effectivement peut paraître assez forte. Donc déjà, je vais relativiser, c'est-à-dire que quand je dis qu'on applique la même variation de prix par rapport à tous les prix de référence, on a quand même quelques trucs qui vont permettre de changer un peu ça. Donc par exemple, la prise en compte du stock, la prise en compte de la popularité de certains produits. Donc c'est pas exact à 100%, mais c'est vrai qu'on reste en fait sur des variations qui sont très similaires. Cependant, on pense quand même qu'on est capable de créer de la valeur avec cette méthodologie-là. Et en fait, on pense aussi que si jamais on choisissait de ne pas appliquer cette contrainte-là, les incertitudes qu'on récupérerait à cause de la cannibalisation seraient trop grandes et ne nous feraient pas créer plus de valeur. Donc c'est vraiment une méthodologie qu'on a choisi d'utiliser depuis le début. On travaille quand même sur cet aspect cannibalisation en fait pour voir justement est-ce que si jamais on était capable de l'intégrer en plus, ce serait parfait. Mais pour l'instant, on pense que c'est trop complexe de modéliser correctement la cannibalisation au sein d'un portfolio avec plusieurs milliers de produits, en fait. C'est-à-dire que sur 2-3 produits, c'est possible à prendre en compte sans trop de difficultés. Quand on commence à arriver à des milliers de produits, c'est assez compliqué de voir chaque impact de chaque prix sur 9 999 autres produits. J'ai une petite question en fait qui est dans la continuité de celle qui a été posée. Les frontières entre les segments sont très claires. Il n'y a pas de zone de flou entre les segments des clients qui pourraient appartenir à deux segments en même temps ou voilà, que vous n'arrivez pas à affecter un segment déterminé. Merci. Alors, on pourra avoir effectivement, donc, comme dans tout algorithme de clusterisation, on peut avoir certains éléments qui vont être près de la frontière. Mais après, de toute façon, dans le prix qu'on va proposer à quelqu'un dans un segment, on n'a pas trop le choix parce qu'on est vraiment sur un site internet où si jamais je suis sur cette marketplace-là, ce sera ce prix-là. Effectivement, on peut avoir certains clients qui sont à la frontière et dans ce cas-là, on revient dans le cas, est-ce qu'il fallait recréer un nouveau segment pour ces clients-là ou pas? Donc, on retombe un peu effectivement dans ce qui a été dit avant. Mais pour l'instant, en fait, on choisit de garder nos segments tels qu'ils sont actuellement, même si certains éléments sont à la frontière. On pense que leur comportement est quand même assez proche du centre pour que ce soit intéressant.